Ben, j'ai mis ce titre exprès afin de pouvoir déjouer tel que l'algorithme YouTube. Mais ce titre tel que a son sens pour toi de la diaspora qui va aller investir dans le secteur agricole au pays. Tu dois t'as-dire que rester attentivement écouter cette vidéo. Pour toi qui veux aller même entreprendre, tu dois rester écouter cette vidéo attentivement. Parce que c'est un partage à cœur. C'est un exercice que j'ai fait avant de vouloir t'as-dire qu'aller entreprendre, afin de pouvoir comprendre le monde. Parce que le monde, on doit le comprendre. On veut tous, c'est-à-dire que prospérer, on veut gagner de l'argent. Mais plusieurs d'entre nous ne connaissons pas, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de l'argent. On ne sait pas c'est quoi l'argent. On veut devenir riche, mais on ne sait pas c'est quoi devenir riche. On court tous comme ça après, c'est-à-dire que les billets de banque, après l'argent papier. C'est quoi l'origine de l'argent papier? Qu'est-ce qui te dit qu'accorde la valeur à l'argent papier? L'argent, c'est un vulgaire papier. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cet argent ait de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est le dollar qui ait de la valeur? C'est mon questionnement. Et qu'est-ce qui fait en sorte que mon CFA, pourquoi mon CFA n'a pas la même valeur que le dollar, que l'euro, que la livre sterling, que les autres monnaies du monde? Pourquoi avec le franc CFA, je ne peux pas t'aller voyager et acheter, je ne sais pas moi, peu importe n'importe quel type d'objet, c'est-à-dire quoi, en Occident. Alors qu'avec le dollar, partout dans le monde, ça circule. Partout dans le monde, tu peux acheter tout ce que tu veux avec le dollar. Comment les choses ont commencé? Moi, c'est ce questionnement-là. Pourquoi est-ce que certains pays sont développés? Pourquoi certains continents sont développés? Et d'autres pays tels que pauvres? Pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas autant d'infrastructures? Et la question que je veux aussi me poser, est-ce que le développement, c'est-à-dire que c'est avoir les infrastructures, avoir les buildings, avoir, avoir que tous ces, avoir les villes, c'est-à-dire que les mégalopoles? Est-ce qu'on devrait que se calquer aussi au système, c'est-à-dire que le développement occidental? C'est ce questionnement-là que chaque être humain doit avoir. Pourquoi il y a ce rapport de force aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de guerres? Et l'actualité là aujourd'hui, les guerres commerciales, la guerre sur le plan technologique, la guerre sur le plan de la communication, la guerre sur le plan économique, la guerre sur le plan alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on... La guerre sur le plan énergétique. Comment les choses ont commencé? Pourquoi il y a autant de rapports de force? Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, nous ne sommes pas représentés sur le plan de l'ONU? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de veto? C'est quoi les rapports de force? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train d'attendre qu'on vienne nous aider? Est-ce que c'est des vraies aides? Et comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas aussi industrialisés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des usines? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le plein emploi en Afrique? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas développés sur le plan scientifique, technologique? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des écoles de qualité? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des routes de qualité? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des industries de qualité? Pourquoi est-ce que nous ne produisons pas? Et nous ne transformons pas ce que nous produisons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des industries agroalimentaires? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des industries technologiques? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les industries sur le plan de l'automobile? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la métallurgie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la sidérurgie? Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas le fer? Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas le cuivre? Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas l'étain, le zinc, l'or? Pourquoi est-ce que nous ne transformons pas tout ça? Ça, c'est le travail. Ça c'est ce qui devait nous faire travailler. Ça, c'est le questionnement qu'on se doit d'avoir. Moi, c'est ce questionnement que j'ai eu et que je continue à avoir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on nous laisse dans ce système d'appauvrissement de consommation? Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, nous ne produisons rien? Comment les choses ont commencé? C'est quoi les rapports de force quand on parle de rapports de force? Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui... On nous dit que l'Afrique a un sous-sol riche, riche en toutes les richesses, c'est-à-dire que les matières premières, le pétrole, et qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas.
Pourquoi est-ce que c'est l'Amérique qui est la première puissance économique? Pourquoi est-ce que tout est calqué par rapport au dollar? Pourquoi est-ce que c'est le dollar qu'on utilise? Oui, ça c'est des questionnements qu'on se doit d'avoir. Si tu n'es pas en train de te questionner au jour d'aujourd'hui par rapport à tout ça, et que tu penses que être riche, c'est juste courir après les billets de banque, ou tu penses que devenir riche ou avoir beaucoup d'argent, comme beaucoup de philosophies sont véhiculées, on se doit de se référer aux multimilliardaires américains, aux multimilliardaires occidentaux. Quand je parle de multimilliardaires américains, il faut commencer à partir des années 1800. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, les frères Dupont. Dans les années 1900, tu as Ford, tu as General Motors, tu as General Electric, et tous ces nouveaux riches, les Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tous ces... Quand tu viens ici en Occident, est-ce que vous pensez que nous jouons sur la même cour? Donc moi, j'ai essayé de me questionner, de faire un peu de recherche, parce que si tu ne fais pas un peu de recherche, à savoir comment le monde fonctionne, tu vois que nous, on va jouer à un jeu dont on ignore les règles. C'est pour ça que je dis, si tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, tu te dois de créer ton propre système. Parce que nous sommes en train de jouer à un jeu dont nous ignorons les règles. Les règles ont déjà été établies par ceux qui sont en train de diriger. On se doit de comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, tu cours dans le sac. Et il y a un problème de suprématie. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train tous de courir vers une idéologie. Et les choses ont commencé comment? J'ai dit, le monde, c'est un monde de rapport de force. L'être humain, depuis sa venue sur Terre, cherche à dompter la nature. Cherche à dompter la nature. L'Amérique aujourd'hui, la première puissance, elle n'a pas toujours été la première puissance. Je vous ai dit, il y a que des pays qui ont dominé, ou des continents qui ont dominé. L'Asie a dominé, par l'essor de la Chine. L'Europe aussi, a dominé. L'Europe, a été impérialiste dans les années 1700, 1800. C'est l'Europe qui est allée dominer, l'Amérique. Quand tu entends Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est les Anglais, c'est les Français. Ils sont allés aussi en Amérique latine. Toujours dans cette optique-là de conquête. Parce qu'ici en Europe, ils commençaient déjà à saturer sur le plan de la production. Les choses ont commencé par le domaine agricole. N'ayant plus les bonnes terres, sont allés du côté de l'Amérique et du côté de l'Amérique du Sud. Il faut bien comprendre ça. Conquérir les territoires, dominer les autres, massacrer les autres, pour pouvoir avoir les bonnes terres, pour pouvoir conquérir les richesses. C'est très important de comprendre ça. L'histoire de l'Amérique, voilà l'histoire de l'Amérique. C'est Christophe Colomb qui vient de découvrir l'Amérique. Mais quels sont ceux qui étaient là avant? C'était les Amérindiens, qu'on va appeler les Indiens. Ce sont eux qui étaient les premiers habitants de l'Amérique. On est venu comme ça, les décimer, prendre la place. Dans les années 1700, l'Amérique réclame son indépendance, il y a la révolution. On veut chasser, ils veulent se séparer des Anglais. Ils vont combattre les Anglais. Combattre les Anglais afin de pouvoir récupérer leur liberté. Et comprendre ici qu'à chaque fois il y a des conflits, à chaque fois il y a des guerres, il y a des crises, beaucoup de personnes profitent pour s'enrichir. Beaucoup profitent pour s'enrichir. Donc, lors de cette libération-là, le premier président américain, c'est George Washington, dans les années 1700. George Washington.
quand George Washington prend le pouvoir, mais comment l'économie fonctionnait? Est-ce qu'il y avait une monnaie? C'est tout le monde qui battait la monnaie. Donc ça veut dire, tout le monde pouvait fabriquer son dollar. Chaque banque fabriquait, c'est-à-dire que sa monnaie, son dollar. Chaque grand commerce fabriquait son dollar. Tout le monde, tel que toutes les grandes boutiques, les banques. Donc, il n'y avait pas une monnaie unique. Donc, c'est chacun qui fabriquait son dollar, avec des couleurs différentes, avec des formes différentes. C'est chacun qui émettait son dollar. Comprendre donc dans un système comme ça, où les fortunes se sont telles que créées dans l'anarchie totale. Mais toi qui veux maintenant te lever et dire que tu veux venir devenir riche, tu veux venir être riche comme Rockefeller, riche comme Andrew Carnegie, riche comme J.P. Morgan, tu vois que tu es déjà perdant. Les gens se sont bâtis avec des trésors massifs dans l'anarchie. Suis ça très bien. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas aller faire des business, te casser la gueule et mourir en silence. À la limite même, commencer à parler, c'est-à-dire que tout seul. Voilà comment il y a énormément d'argent qui circule. Mais des faux billets, puisque chacun peut fabriquer son argent. Chaque banque peut fabriquer, chaque enseigne, chaque société peut fabriquer son argent. Et l'argent, ça circule comme ça. Donc, pour remédier à ça, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, dans les années, c'est-à-dire que voilà, 1800 aussi, qui arrive et qui dit, bon, il y a énormément de biens qui circulent. Pour pouvoir réguler ça, il faut qu'il crée une banque, la banque centrale, la banque fédérale gouvernementale, pour que la banque fédérale puisse émettre les billets, pour pouvoir stopper que tous les faux billets, pour que tout le monde ne puisse pas fabriquer. Mais ça a été contesté. Contesté aussi par George Washington, parce que George Washington s'est dit, on ne va pas aller prendre la banque pour confier en les mains, c'est-à-dire que des financiers. Et ces financiers viendront détruire, c'est-à-dire que l'agriculture, parce qu'il faut continuer à faire fonctionner le secteur tel qu'agricole et industriel. Mais Abraham Lincoln lui dit, mais si on ne fait pas ça, ben c'est les trous de faux billets qui vont commencer à circuler. On ne pourra pas contrôler la monnaie. Donc voilà, voilà comment naît la Banque fédérale. La Banque fédérale. Mais la grosse arnaque que je vais aussi sortir là-dedans, c'est que la Banque fédérale, jusqu'à maintenant, la Fed, qui est là, c'est elle qui émet la monnaie. Mais est-ce que tu sais que cette Fed qui est là, c'est une propriété privée? La Fed est comme la Banque de France ici, hein, comme la Banque centrale européenne. Mais la Banque centrale américaine, la Fed, ça appartient au privé. Et ça appartient à qui? Ça appartient à des banques succursales commerciales. Donc tout ce qui est les J.P. Morgan, les Goldman Sachs, toutes les grandes banques là, ce sont eux qui émettent les monnaies. Ce sont eux qui sont les katika. Je ne sais pas si tu comprends un peu, la mafia qui est dedans. Au lieu que ce soit détenu par le gouvernement, c'est détenu par les privés. Et c'est les banques commerciales. Si tu ne comprends pas un peu, je ne sais pas si tu comprends un peu le game, je ne sais pas si tu comprends un peu la mafia. C'est pour ça que je dis que la finance, depuis la nuit des temps, l'économie est détenue par les financiers. Et tu vois que chaque Américain qui est élu à la banque centrale ou à la banque commerciale, au trésor, c'est quelqu'un qui sort des banques centrales, des grosses banques américaines. Donc, voilà comment, en 1920, comme la banque centrale, comme c'est les banques commerciales qui émettent la monnaie. Parce que même quand on accepte que la banque centrale se crée, la banque centrale ne met pas la monnaie tout de suite. C'est les banques commerciales qui continuent à émettre la monnaie. Donc voilà comment ils ont brassé énormément d'argent en circulation, que derrière, ils sont allés faire dans la spéculation, telle que spéculation immobilière et spéculation telle que boursière. C'est ça qui a créé le crash de 1929. Ça a créé ce crash de 1929.
Et dans ce crash qui a mis comme ça le pays en récession, ça a créé des millions de chômage, ça a déstabilisé le pays sur le plan économique. Donc, en 19, Franklin Roosevelt donc, arrive en 1933. Franklin Roosevelt est élu en 1933. C'est Franklin Roosevelt qui vient donc réguler les choses. Il vient, déjà, Franklin Roosevelt lui aussi, qui fait partie des grandes familles américaines. Hein. Sa famille est aussi riche. Et il vient bloquer, c'est-à-dire que ce système-là, qui n'est que la favorisée, les nababs, les oligarques, voilà, américains. Donc c'est lui qui va réguler avec la Fed. Il va réguler aussi la finance. Bon, je te passe les tralala, hein, il a été combattu, tu vois, par tous ces grands industriels que je t'ai cités, J.P. Morgan, Rockefeller, les frères Dupont, Ford, Henry Ford, parce que tu vois, ils ont les systèmes en fait. Tu vois, eux, ils ont, c'est-à-dire que bénéficié des largesses du système. Et nous, présentement là, au XXIe siècle, on va te dire d'aller lire le livre de Père riche, Père pauvre, de lire comment Andrew Carnegie, de lire comment J.P. Morgan, de lire, mais tu n'as pas les mêmes avantages que lui, mon gars. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. Toi, tu es là aujourd'hui, salarié. On te demande de bâtir ta fortune avec ton salaire. Alors que ce sont eux qui t'ont mis dans les conditions sur lesquelles tu es là présentement. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mis ce système en place. Parce que c'est J.P. Morgan, c'est Henry Ford, c'est Rockefeller, c'est Fred Dupont. Tous ces nababs-là ont mis ce système en place. C'est ça qui te garde dans cet état d'appauvrissement et ça, dans cet état de pauvreté. Donc voilà comment, en 1941, il y a la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est que voilà, l'Amérique lance le plan Marshall où amène maintenant la population américaine à participer, c'est-à-dire que massivement à payer les impôts pour l'effort de guerre, tel que nous sommes en train de vivre là présentement. Et il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Si tu veux savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ou demain, pose-toi seulement la question, qu'est-ce qui s'est passé hier? Si tu veux comprendre la mentalité de quelqu'un, pose-toi la question, comment est-ce qu'il agit hier? Et il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Franklin Roosevelt fait participer avec la population américaine dans l'effort de guerre. Ils vont lancer des industries d'armement, industries telles que de la métallurgie, industries de la sidérurgie. Ça va employer des millions de personnes, ça va booster l'économie, afin de venir combattre l'Allemagne nazie de Hitler. Donc, dans cet effort de guerre, tel que c'est en train de se passer aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie, comme tu vois, dans cet effort de guerre, c'est l'Europe qui va payer. Donc, l'économie américaine se relève, ça commence à... l'économie américaine flambe, les industriels sont contents, le business marche. La guerre va s'arrêter. Les industriels vont se regarder et dire, mais on fait donc comment? L'Amérique encore, avec l'argent du contribuable, on va acheter tous les trésors, le bon de commande pour les enrichir. Et l'État américain va leur donner, va leur faire cadeau des industries qui ont été créées. Je ne sais pas si tu vois un peu le coup de pouce que l'Amérique et que les citoyens américains, parce que ça avait l'argent du contribuable. Parce qu'on cite des fois des milliardaires, mais vous ne connaissez pas leur parcours. Vous ne connaissez pas leur parcours. Je dis ici qu'on joue à un jeu dont on ignore les règles. Donc, à la fin de la guerre, il fallait que ça s'asseye en 1944. Tu entends le traité de Bretton Woods. Il fallait donc l'Amérique
En ce moment, c'est-à-dire qu'avec le rapport de force, parce que c'est l'Amérique qui est venue soutenir l'Europe. L'Europe décimée, l'Europe était détruite par la guerre. Il fallait reconstruire l'Europe. Dans ce plan Marshall-là, l'Amérique, donc, avec le dollar, arrose des finances dans l'effort de guerre. Finance l'effort de guerre. Et pour rembourser cet effort de guerre, il va falloir que les pays européens puissent travailler, puissent produire. Pendant ce temps, la monnaie était toujours était arrimée, c'est-à-dire qu'à l'or. La monnaie était arrimée à l'or. Donc l'échange se faisait, que tu prends un dollar, ton argent, l'argent papier que tu as, l'argent papier que tu as, doit être équivalent au montant d'or que tu as en réserve. C'était comme ça, pour pouvoir équilibrer la monnaie. Mais le rapport de force se fait quand? Le rapport de force se fait en 1971 avec Nixon. Quand Nixon voit que les pays européens ne sont pas en train de jouer au jeu, mais De Gaulle, lui, il a compris la chose. Le général De Gaulle a compris la chose dans les années 1964-65, que les Américains sont en train de les flouer, qu'eux, ils sont en train de sortir leurs réserves d'or, mais l'Amérique elle-même, elle bat sa monnaie. C'est l'Amérique qui produit, qui fabrique sa propre monnaie. La monnaie, c'est-à-dire que dominante, puisque c'est l'Amérique qui est sortie vainqueur après la Seconde Guerre mondiale. Donc la monnaie dominante, c'était le dollar, puisque c'est l'Amérique qui produit. Les autres pays étaient déjà décimés, puisque la guerre a détruit l'Europe. Donc, la monnaie qui circulait, c'est le dollar. Et c'est l'Amérique elle-même qui produit son dollar. Je ne sais pas si tu vois un peu l'arnaque là-dedans. Les autres, pour pouvoir payer, pour pouvoir acheter, doivent acheter en dollars. L'Amérique, elle, c'est elle qui produit son propre argent. Et c'est son propre argent qui domine le monde. Donc lui, eux, ils ont ce pouvoir-là de pouvoir produire autant qu'ils veulent. C'est De Gaulle a flairé ça, a dit, hey, ce n'est pas possible. Eux, ils sont en train de se faire arnaquer. Eux, ils sortent leur argent et leurs réserves d'or, mais l'Amérique, elle est là tranquille. Elle produit son propre argent, donc eux, ils se font arnaquer. Donc, De Gaulle a dit qu'il allait récupérer la réserve d'or, la réserve d'or française qui était aux États-Unis, en Amérique. C'est là où le président Nixon a dit, lui, il sort donc des traités tels que de Bretton Woods, que maintenant, c'est le dollar qui sera là. Qu'il ne prend plus en compte que la valeur or. Maintenant, c'est le dollar, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Est-ce que tu comprends les rapports de force? Est-ce qu'on joue tous sur la même cour? C'est celui qui est plus fort qui parle. Ils ont dit maintenant, c'est le dollar, c'est ça ou rien. Le dollar n'est plus arrimé à l'or. Eux, ils s'en foutent, ils impriment le dollar comme ils veulent. Ils ont donc commencé à faire. Tu entends les plans d'ajustement structurel commencer à aller investir partout, dans tous les pays, sur tous les continents, en Europe, en Afrique. Donc tu comprends, donc, quand on dit, tu comprends pourquoi l'Afrique est pauvre. Quand tu entends que le FMI vient dans nos pays faire les plans d'ajustement structurel, nos compagnies privées, les compagnies d'État, on vient demander de privatiser tout. De tout privatiser. On vient, parce que qu'on va nous les aides. Et lorsqu'on vient privatiser, c'est les industries, occidentales qui viennent prendre. C'est comme ça que les Américains ont pris les compagnies. C'est comme ça qu'ils sont venus mater nos États, affaiblir nos États. Parce qu'eux, ils peuvent multiplier la planche à billets. Ajustement structurel sur ceci, dévaluation de ceci. On a commencé à dévaluer nos monnaies. Les industries ont commencé à fermer. Ils ont fermé beaucoup de choses. Ils nous ont cadenassés. Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en Europe, imagine les Européens, les Occidentaux, s'ils subissent ça, imaginez-nous en Afrique. Plan d'ajustement structurel, nos pays ont commencé, c'est-à-dire à privatiser tout. Ils ont commencé aussi à faire la même chose ici en Europe. Parce que c'est la finance qui a commencé, la finance qui contrôle tout là maintenant. La finance qui contrôle tout.
On fait plutôt, c'est-à-dire qu'on met plutôt en avant les investisseurs. Toi, tu as ici en France, c'est les investisseurs qui vont venir acheter une usine. Une usine qui avait été montée par un industriel, par exemple français, parce qu'il est en difficulté. La France ne pouvant pas soutenir. Mais les Américains sont là avec la planche à billets. Tu entends les fonds d'investissement, les fonds d'investissement de ceci, les fonds d'investissement de cela. Eux, ils viennent donc acheter cette usine. Leur intérêt, c'est quoi? C'est de faire le profit. Ils s'en foutent, c'est-à-dire que des travailleurs. Donc, lorsqu'ils vont commencer à tourner là, ils vont acheter cette industrie-là. Par souci de faire beaucoup plus de profit, ben, vont délocaliser. C'est là où on nous a parlé de démocratie. À la même période, on vient nous parler de mondialisation. Comme ils sont dans le souci de faire le profit, pour toujours faire gagner tel que les actionnaires, ben, on va les délocaliser en Chine, par exemple, là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Et voilà comment on laisse des centaines de milliers de personnes au chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, comment le système fonctionne, et c'est ce système qui a créé la crise des subprimes de 2008. 2008, il y a eu la crise des subprimes. Parce que la finance est encore manipulée, manipuler l'économie, c'est-à-dire que en vendant les maisons, c'est-à-dire que moins cher, en vendant les maisons à la population, tout en sachant que c'est des populations qui ne sont pas solvables, tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Mais toujours dans le souci de toujours faire de profit. C'est pour ça que j'explique que nous jouons à un jeu dont on ignore les règles. L'économie mondiale est aujourd'hui en roue libre. Personne ne contrôle cette économie-là. Le crash qui s'est fait en 1929 et celui qui s'est fait en 2008, personne aujourd'hui ne peut nous prédire que ça ne va pas se reproduire. Ça peut toujours encore se reproduire. Et tout ceci, c'est-à-dire que c'est pourquoi, si tu ne comprends pas, comme je continue encore à répéter, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, on ne sera que des pions, c'est-à-dire que dans un jeu dont on ignore les règles. J'ai coutume à te dire ici que l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est au centre de tout. L'énergie fossile est aujourd'hui au centre de tout. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture aujourd'hui sans tenir compte de l'énergie. L'énergie ici, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon, c'est l'électricité. Et depuis la découverte de l'énergie fossile, le pétrole, en 1930, par Rockefeller, le pétrole est aujourd'hui au centre du monde. Le pétrole est dans tous les problèmes géopolitiques aujourd'hui du monde. C'est grâce au pétrole qu'on fait tout aujourd'hui. C'est l'énergie qui contrôle la production. C'est l'énergie qui contrôle la création. C'est l'énergie qui contrôle la production de richesses. Et ceux qui détiennent cette énergie-là aujourd'hui, c'est leur chasse gardée. Il y a des lobbying énormes. On sait très bien les dégâts que le pétrole cause. Mais parce qu'on ne peut pas se séparer de cette source d'énergie-là, ou peut-être parce que comme il y a tellement d'enjeux financiers, il y a des lobbying puissants comme ça, plus puissants que les États. Ce sont ces mêmes lobbying qui mettent des chefs d'État et qui empêchent la régulation. Ils savent, depuis les années 70, ils connaissent les dégâts que le pétrole cause sur le plan environnemental. Les compagnies comme ExxonMobil, ils ont fait des études dessus. Depuis les années 1970, ils connaissent les dégâts. Mais ils s'asseyent dessus. Tant que le pétrole, ça marche, tant que ça fait gagner de l'argent, personne ne veut laisser sa chasse garder. Mais on connaît les dégâts. On connaît les impacts. Qu'est-ce qui cause les guerres aujourd'hui dans le monde? C'est le pétrole. Les crises aujourd'hui que nous avons, c'est quoi? C'est sur l'énergie. Mais beaucoup de pays commencent à comprendre les enjeux climatiques que nous avons aujourd'hui, la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les ouragans, les départs de feu, c'est causé par cette source d'énergie-là, qui est l'énergie fossile. Et beaucoup de pays sont en train de réfléchir sur les énergies telles qu'aujourd'hui vertes.
Beaucoup sont en train de penser à la transition écologique. Tu entends la transition énergétique. Tu entends parler de transition écologique. Tu entends parler de plus en plus d'énergie renouvelable. On parle des éoliennes. On parle de la géothermique. On parle aujourd'hui de l'énergie de l'hydraulique. On parle de plus en plus de la méthanisation. Donc tu dois comprendre que tout ça, je peux être en train de parler, tu te dis que mais Thierry, mais à quel moment je gagne l'argent? Mais ça, comme j'ai coutume de dire, la connaissance de l'argent. Si tu ne comprends pas les enjeux, mais tu vas tout simplement finir comme un pion, ou on va tout simplement finir pauvre. Parce que le système aujourd'hui nous met dans un système d'appauvrissement. Toi de la diaspora, tu me regardes là, tu peux dire, oh j'ai un travail, je gagne bien ma vie, c'est-à-dire que je gagne 1500 euros, je gagne 2000 euros, je gagne 3000 euros, je gagne 5000 euros. What? Et entre-temps, tu vois qu'en même temps, les patrons, les GAFA, les patrons des CAC 40, des grandes entreprises, eux, ils sont là, ils gagnent les 200 000 euros le mois, les 300 000 euros le mois, les 700 000 euros le mois, les 1 million d'euros le mois. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que nous sommes toujours dans le même monde? Tu vois, t'as dit que chaque année, ou chaque mois, ou à chaque jour où tu regardes, c'est les petites et les moyennes entreprises qui ferment. Ah, il y a un boulanger qui a ouvert sa société, sa boulangerie. Il n'a pas tenu que 6 mois ou 8 mois. Il a fermé. Pas pour faute de liquidité. Parce qu'on lui a donné un crédit, mais il n'arrive pas à rembourser son crédit. Oui, c'est ça le piège de pauvres. Parce qu'une fois ils ont affaibli, le système financier a affaibli les États. Puisque les États aujourd'hui ne produisent rien. Ici en Occident, c'est ça le problème. Pire encore en Afrique. Je vous ai dit, ils sont venus comme ça détruire le tissu industriel, détruire le tissu de production. Au profit de la finance, les États ne produisent plus rien. Dis-moi que dans ton pays, quelles sont les industries appartenant à ton État, au pays? Par le système de globalisation, de mondialisation, ils sont venus fragmenter le tissu économique des pays. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu es dans ton pays, c'est une multinationale américaine, c'est une multinationale chinoise, c'est une multinationale anglaise, c'est une multinationale. Mais eux, ils viennent faire du profit, ils viennent faire des affaires, ils s'en foutent de vous. Lorsque tu as dit qu'ils pensent qu'ils ne gagnent pas, et même lorsqu'ils gagnent, il va toujours délocaliser pour aller gagner encore plus. Entre-temps, sur le plan social, est-ce que tu vois l'impact de ça? Toi, tu es allé à l'école. On t'a dit, va à l'école. Obtiens le bon diplôme. Trouve le travail. Une fois que tu as trouvé le travail, tu auras un salaire. Tu as fait ce travail, tu as fait cet effort-là. Tu vas trouver un travail. Au bout de même pas 3 ans. Tu travailles pendant 3 ans. Tu travailles, tu commences à faire ta vie, tu te maries. Tu continues à penser comment ce système de piège pauvre. Achète une voiture. Tu vas acheter une voiture à crédit. Parce que oui, à partir du moment où les riches ne font que de gagner de l'argent, devenir de plus en plus riches, et qu'il y a l'inflation, le coût de la vie devient cher, comment la population fait pour pouvoir, tel que journée debout? Le système qu'on met encore en place, c'est le système de crédit. Dans ces pays développés, chez nous encore en Afrique, alors là, c'est pour ça que la pauvreté, qui va te donner au crédit? C'est pour ça que nous sommes très très pauvres en Afrique. Ici, c'est que ce qui cache la pauvreté, c'est le système de crédit. Les gens vivent à crédit. Donc on va te dire, prends le crédit de la maison, prends le crédit de la voiture, prends tout à crédit, et l'inflation ne fait que se creuser. Lorsque tu as donc pris ce crédit-là, tu es en train de tourner, tu te dis que la vie est belle, je suis à crédit, sur le plan social, ça flatte ton ego. Mais au bout de 3 ans, tu apprends qu'on va fermer la société.
L'annonce qu'on donne, c'est que la société va mal sur le plan financier. Alors que toi, tu sais très bien qu'il y a de la production, il y a de la productivité. Mais on te dit que non, ça ne va pas du tout bien. Ça ne va pas, on va fermer. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir aux actionnaires. Vous qui êtes des salariés, on s'en fout de vous. On veut que les actionnaires gagnent encore de plus en plus. Entre-temps, toi, tu t'es marié, tu as des enfants, tu as pris un crédit de la maison, tu as pris le crédit de la voiture, tu as pris le crédit immobilier, tu as pris le crédit sur tout. Tu es peut-être en train d'aider ta famille aussi en Afrique. Du jour au lendemain, plus rien, chômage. Tu fais comment? On met comme ça des milliers de personnes en chômage, des centaines de milliers de personnes en chômage. Oui, c'est ça la mondialisation. C'est ça la mondialisation. C'est ça la productivité. Pour vous qui êtes là, je vous entends des fois, c'est-à-dire que vos coachs, je dis même ceux qui ne produisent pas, parce que ce que je dis là, si tu valides ça, c'est que tu es un criminel. Ou c'est que toi-même tu sais pas ce que tu veux. C'est comme ça qu'on met des centaines de milliers de personnes au chômage. C'est comme ça qu'on vient fragiliser les États. Alors que pendant ce temps, les États ont donné des accompagnements, on doit les aider. Parce qu'eux, ils veulent que la population travaille afin de pouvoir être élus, les campagnes d'après. Mais la finance, on a comme ça des gens qui ne sont que là pour le profit. Ils viennent détruire les emplois, ils viennent détruire les États. Donc, voilà donc le système qui est là. Et ce système-là qui crée donc aujourd'hui des pauvres. Parce qu'une fois que tu es au chômage, ça crée quoi? La dépression. Ça crée les divorces. Ça crée des personnes qui se suicident. On est dans une société aujourd'hui où on ne sait plus. Mais il n'y a plus de perspective en fait. Les gouvernements, tels que ne peuvent plus rassurer, les gouvernements n'ont plus le contrôle. Et c'est comme ça que les gouvernements vont tout faire. Aller emprunter de l'argent. Tout simplement pour contenter maintenant le mécontentement du peuple. En donnant les aides. Les aides. Les aides. Les aides. Et les États ne sont plus là à produire. Puisqu'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là à produire. C'est ça qui crée l'inflation. Tous les pays sont endettés. Tous les pays sont endettés. Pour nous qui sommes ici, t'es qu'en France. La dette, chaque dirigeant, chaque président qui arrive ne fait que multiplier la dette. À moi de te poser la question. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur l'État? Tu comptes sur le gouvernement? Tu comptes sur les politiques? C'est pour ça que je te demande de créer toi-même ton propre système. Lorsqu'on vient te dire ici qu'il faut aller investir en immobilier, il faut aller investir en bourse, je te dis qu'ici en Occident, quand on te dit que c'est le meilleur système, ici ça permet de devenir... Tu connais quelle personne qui est devenue milliardaire grâce à l'immobilier? Tu connais qui est devenu milliardaire grâce à l'immobilier? On va te dire qu'il faut aller investir en bourse. Je te dis que le système de bourse, le système des marchés, c'est un système opaque. C'est un système plein de corruption, plein de manipulation. Que c'est les initiés eux-mêmes qui savent. Les politiciens ne gèrent rien. Même les économistes, tous les crashs qui se sont produits, beaucoup ont seulement découvert. Qui pouvait prédire avec le montage de Ponzi de Madoff? Qui a vu? Qui a vu, c'est-à-dire que la perte que Jérôme Kevel a causée à la Société Générale? Plus de 5 milliards d'euros. Mais ils sont venus nous dire comme quoi, eux, ils ne savaient pas, qu'eux, ils ne voyaient pas. Mais nous sommes dans quel monde? Les institutions sur lesquelles on respecte, les institutions sur lesquelles on fait confiance, on donne notre argent. Ils viennent nous faire comprendre que Jérôme Kevel est allé jouer à la bourse 5 milliards. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Avec tout le système de sécurité, là, ils n'ont pas vu. Mais ça fait peur. Si ça ne te fait pas peur, je ne sais pas. Et c'est là-bas que nous, on va prendre notre argent, on va le déposer, on va le donner pour leur faire confiance. Il faut comprendre que quand tu déposes ton argent, que ce soit le million ou le milliard, lorsqu'il y a des pertes comme ça, l'État, pour ce qui concerne la France ici, ne sécurise, ne cautionne que 75 000 euros. Je m'explique. Tu peux avoir de l'argent ici, millionnaire.
multimillionnaire, même milliardaire, c'est posé en bourse, c'est posé en banque, peu importe là où tu as stocké. Quand il y a un crash, quand il y a une crise, une perte, de la part de ces institutions, l'État ne garantit que 75 000 euros. À toi de comprendre maintenant. Pourquoi je te demande ici de venir créer ton système, ton propre système dans le domaine agricole. Donc, tout ce que je te dis là, c'est pour que tu comprennes un peu le mindset, que nous sommes dans un système où on peut être en train de pleurer, mais c'est tout le monde qui pleure. Celui qui rigole aujourd'hui, c'est celui qui contrôle le game. C'est celui qui a établi les règles du capitalisme, du libéralisme. Et tu n'es pas dit que surpris aujourd'hui que dans cette globalisation, mondialisation, on a dit libre-échange, libre circulation des biens. Beaucoup sont en train de se rendre compte que finalement, c'est une grosse arnaque. Beaucoup se sont mis à vouloir copier, c'est-à-dire que l'Amérique, puisque c'est elle qui est la première puissance mondiale, première puissance économique, première puissance en tout, en voulant copier dans l'Amérique, on commençait, c'est-à-dire qu'à reproduire, c'est-à-dire que les mêmes chemins pervers. Lorsqu'on va copier l'Amérique, on pense quoi? Il faut aller mettre les buildings, il faut aller mettre les gratte-ciel, il faut aller mettre les autoroutes, il faut aller... On prend des fois le modèle chinois. La Chine l'a fait. Mais la Chine est en train de faire le tout pédalage. On va aller mettre les gratte-ciel, on va aller mettre les buildings, on va aller mettre les échangeurs. Mais tout ça, ça profite à qui? Ça profite à l'économie américaine. Mais on n'a pas tardé qu'à évaluer l'impact environnemental, l'impact écologique. Et ils sont en train de payer ça. La Chine paye l'impact environnemental aujourd'hui. Parce qu'elle a voulu aussi aller faire l'agriculture industrielle. Quand Mao est sorti de la phase de récession, Mao a saisi et réquisitionné toutes les terres des paysans. Parce que la Chine a une civilisation millénaire en termes de culture, en termes de tradition. La Chine avait une agriculture traditionnelle performante. Mais parce qu'on voulait copier le modèle américain, occidental, le gigantisme, ils ont réquisitionné toutes les terres des Africains, des paysans. Ils ont distribué ça à quelques familles oligarques pour qu'ils aient produit de façon industrielle. Ils ont commencé à faire de l'agriculture, tu vois, aujourd'hui, de haute densité. Ils ont mécanisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils produisaient, en tant qu'il y avait de la productivité, ils ont mis des engrais, ils ont irrigué à outrance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Changement climatique, réchauffement climatique, dégâts tels que sur les sols, érosion éolienne, sécheresse, tout s'est détruit. Ils ont fait paraître, ils ont dit, il faut le rêve américain, il faut aussi faire comme aller construire les mégalopoles. Regardez la Chine, ils ont commencé à construire les mégalopoles, ils ont construit plus d'habitats que de personnes. Ils ont mis le béton partout, réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, entre-temps, là, maintenant? C'est un jeune ingénieur, c'est-à-dire quoi, agronome, chinois, qui a refait, c'est-à-dire que les choses, qui a pris les choses en main, qui a commencé à faire des sélections, c'est-à-dire que des semences. Ils ont refait volte-face. Là, présentement, je ne suis pas là, ils ont remis les terres agricoles aux paysans pour que les paysans reprennent les terres et se remettent à produire comme ils produisaient avant. Je te dis d'habitude que des fois, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Qui se remettent à produire comme avant, avec les méthodes ancestrales, les techniques ancestrales, l'association des cultures, la diversification des cultures, les techniques ancestrales qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont en train de reboiser, c'est-à-dire que beaucoup de zones. Tu sais que c'est étonné de voir en Chine qu'il y a tellement d'arbres qu'on plante. Ils sont en train de reboiser, de replanter. Parce qu'ils ont compris que aller copier, c'est-à-dire que l'Amérique, comme ils pensaient là, ils ne sont jamais les Américains. Ils ne sont jamais les Américains et ils vont aller dépendre. Donc nous sommes, je dis tout ça pour te dire que nous sommes dans un monde de rapport de force. Que l'Europe aussi, c'est que leur grande sœur ou leur grand frère, qui est là l'Amérique, s'ils veulent aussi lever la tête,
Il faut qu'ils se mettent ensemble. C'est pour ça que l'Europe, on a créé l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'euro, la monnaie euro, pour venir contrecarrer, c'est-à-dire que le dollar. Oui. L'euro a été créé pour pouvoir contrecarrer le dollar. Mais maintenant, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est affaiblie parce que l'Europe n'est pas en train de produire. Il faudrait que l'Europe produise massivement afin de pouvoir avoir que la monnaie ait cette hégémonie. Et tu as vu qu'à un certain moment, le dollar s'affaiblissait. C'est pour ça que Donald Trump se lève là maintenant et dit non. Let make America great again. C'est pour ça que tu vois, partout dans le monde, il y a un repli identitaire. La mondialisation, on nous disait que libre service, libre échange des biens et des services et des personnes, tu vois qu'il y a un repli identitaire. Les biens et les services, maintenant, on bloque, on fait du protectionnisme. Les personnes, même aujourd'hui, ont choisi les têtes. Aux États-Unis, maintenant, on choisit les têtes, ce n'est plus n'importe qui entre. Si tu ne partages pas les idéologies, les philosophies, on te bloque. Et Donald Trump est venu nous démontrer ça clair. Qu'eux, ils choisissent qui entre chez eux, ils choisissent quels sont les produits qui entrent. Et aujourd'hui, tu vois, l'hégémonie qu'il y avait sur le pétrole, sur les industries, maintenant, la guerre est sur le plan technologique, sur le plan numérique. C'est le numérique. La guerre est sur les puces électroniques. La guerre est sur les transistors. La guerre est sur les puces électroniques, comme je dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est numérique. Aujourd'hui, cette technologie on est en train de penser comment éliminer même la main-d'œuvre humaine. Ah oui, on est en train de penser comment éliminer la main-d'œuvre humaine, dont ton travail est menacé. Toujours dans l'intérêt du profit, dans l'intérêt de faire profiter le capitalisme, le capital, de faire profiter, c'est-à-dire qu'on a gagné la finance. Bientôt, c'est les robots, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler. Alors, si tu n'es pas en train de créer ton système, tu vas faire comment? Moi, c'est pour ça que je suis venu te dire, mais viens te lancer dans le domaine agricole, va vers les spéculations c'est-à-dire du terroir, fais plutôt l'association de culture, va vers l'agroforesterie, va vers l'agroécologie, plante les arbres, associe les arbres. Va me faire un état de poivrier. Je ne suis pas ici. Va me faire un état de poivrier. Et tu m'en diras des nouvelles. C'est pour ça que je suis venu te dire ici, lance-toi dans la culture du manioc. Manioc, macabo, taro, banane plantain. Parce que le manioc, le macabo, le taro et la banane plantain est pour nous, Africains, ce qui est le blé, le colza, le tournesol, l'orge, le blond, le soja pour les Occidentaux. Mais c'est aberrant de délaisser que nos cultures. Parce qu'on veut singer que le progrès américain. Il faut comprendre que c'est les Américains qui ont amené les céréales et imposé les céréales aux Européens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà cette industrie là-même. Ils produisaient de la mécanisation. C'est les Américains qui sont venus imposer la mécanisation aux Occidentaux pour faire tourner le business. Mais nous, nos cultures, et les terres ne se valent pas. Les terres occidentales, ou les terres, c'est-à-dire quoi, en Occident, dans les zones tempérées, ne sont pas les mêmes terres qu'en zone tropicale. Nos terres n'ont pas besoin d'être retournées. Parce que lorsque tu retournes la terre, tu casses les agrégats, tu accélères avec la minéralisation, dont les bactéries vont bouffer ta bonne terre et ça va laisser le sable. L'ensemble de nos cultures. Mais la nature n'a pas été bête, les amis. Quand l'Europe est allée conquérir l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on produit en Amérique du Sud? C'est le manioc, la patate, le haricot, le maïs. Et comment ça se sème? On tchouk juste au sol. Pour semer le haricot, on n'a pas besoin de retourner la terre. Même avec un bâton, tu tchouk au sol, ça fait un petit trou, tu mets ton haricot. Tu n'as pas besoin de retourner la terre. Et c'est comme ça que les Mayas ont pu préserver les sols, les sols d'Amérique du Sud.
Et c'est comme ça que nos ancêtres aussi ont pu faire pour préserver nos sols. On n'a pas besoin de grosse mécanisation. Juste piquer. Et l'avantage, c'est que nos cultures produisent plus. Le manioc, c'est 50 tonnes l'hectare. La patate, c'est pareil. Le macabo, c'est pareil. L'igname, c'est pareil. Les bananes plantains, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tu vas aller faire les céréales sur lesquelles tu vas te battre pour faire demi-tonnes? Donc tu comprends que là derrière, il y a un lobbying puissant qui bloque nos dirigeants, qui impose la façon de produire, qui impose même notre façon de consommer. Et derrière ça aussi, nous avons nos scientifiques corrompus qu'on manipule. Vous avez aussi, c'est-à-dire que la télévision, parce que tous ces systèmes-là sont bien huilés, ils contrôlent les médias pour faire tourner leur business. Ils ont des lobbying.